Voilà, bonjour tout le monde. Je viens vers vous avec les résolutions des exercices 4 et 5 du test formatif que l'on a fait en stoichiométrie pour vous préparer aux deux tests du 7 et du 14 avril. Donc juste 2 mots à propos de ces tests. Le 7, vous aurez 3 questions. Elles seront postées sur WhatsApp à 10 h. Vous avez jusqu'à 11h15 pour me répondre en faisant une photo de votre résolution ou un scan et en me le transmettant par mail. Même chose, le 14, là aussi, je posterai les questions sur WhatsApp à 10 h et vous avez jusqu'à 11h15 pour m'envoyer les réponses. Ces questions ressembleront aux tests que vous avez reçus en test formatif. Juste la question 4, celle que je vais corriger maintenant, était un peu difficile. Vous aurez certainement une question plus facile à résoudre. Alors, c'est parti. Alors, pour la résolution de l'exercice 4, je pose l'équation qui correspond à cette combustion. Donc, on a une espèce chimique inconnue qui contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, qui va réagir par combustion avec l'oxygène pour former du CO2 et de l'eau. Donc, je commence par écrire l'équation et je documente la première ligne, la masse, avec les données que l'on a dans l'énoncé. Donc 0,1204 grammes, c'est la quantité d'espèces chimiques inconnues qui a brûlé. Et on a identifié la présence de CO2 et de H2O dans les masses indiquées. Par contre, on ne connaît pas la masse d'oxygène qui a réagi. Et on verra qu'on en a besoin. Alors là, il faut se rappeler d'une vieille loi, la conservation de la masse, que vous avez vu normalement en discipline fondamentale. C'est en fait une évolution de la loi de Lavoisier qui nous dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire que la somme des masses des réactifs doit être égale à la somme des masses des produits. Donc on a tout sauf la masse de l'oxygène, ce qui fait que je calcule la masse du réactif plus X doit être égale à la masse des produits. Et en sortant X de cette équation assez simple, on trouve la valeur de 0,1827 grammes. Donc on a maintenant la masse de toutes les espèces chimiques. On peut donc compléter ce tableau. On va chercher le nombre de moles. Pour trouver le nombre de moles, là, on a besoin de la masse molaire. Donc je documente la masse molaire et le nombre de moles. Ce sont des informations qu'on trouve grâce aux tables de chimie. Naturellement, pour le premier réactif, on n'a rien du tout, puisqu'on ne connaît pas cette espèce chimique. On ne peut pas en calculer la masse molaire. Par contre, pour l'oxygène O2, c'est facile, c'est 2 fois 15,9994. Pour CO2, c'est la même chose, mais plus le carbone, plus 12 et quelques. Et pour l'oxygène, pour l'eau, pardon, c'est 2 fois 1,00797 plus 15,9994. Bien, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. C'est une vieille copine. Donc on peut trouver facilement le nombre de moles d'oxygène qui ont réagi, le nombre de moles de CO2 qui a été formé, et le nombre de moles d'eau qui a été formé également. Bien. Il nous faut maintenant un petit peu observer cette équation. Le nombre d'atomes de carbone présents dans CO2 correspond exactement au nombre d'atomes de carbone présents dans le réactif. Donc je peux utiliser le nombre de moles de CO2 comme atomicité, ma première proposition d'équation. Donc le nombre d'atomes de carbone présents dans CO2 est égal au nombre d'atomes de carbone présents dans le réactif. C'est de nouveau Lavoisier quelque part. Il n'y a que CO2 qui contient du carbone dans les produits. Il n'y a que notre réactif qui contient du carbone dans les réactifs. Donc tous les carbones qu'il y a dans les produits se trouvaient dans le réactif. On fait la même chose pour l'hydrogène. Là, il y a une particularité. H2O contient 2 atomes d'hydrogène. Donc, une fois que j'ai trouvé le nombre de moles d'eau, il faut que je multiplie par 2 si je veux trouver le nombre de moles d'hydrogène. D'où le H, 2 fois 0,00491. Je répète ça, l'eau contient 2 atomes d'hydrogène. Tout l'hydrogène qu'il y a dans l'eau se trouvait dans notre réactif inconnu. Donc, combien est-ce qu'il contient d'hydrogène? C'est 2 fois plus que l'on a trouvé de molécules d'eau. Pour l'oxygène, c'est un tout petit peu plus complexe. On a maintenant 4 espèces chimiques qui contiennent de l'oxygène. Donc, si je veux trouver combien est-ce qu'il y a d'atomes d'oxygène dans notre réactif, je dois le déduire de la manière suivante.
J'identifie que le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits, c'est 2 fois 0,00488. Ça vient du fait que CO2 a 2 atomes d'oxygène. Plus, donc toujours dans les produits, 0,00491, c'est le nombre d'atomes d'oxygène qu'il y a dans l'eau. Ce nombre d'atomes d'oxygène du côté des produits doit être égal au nombre d'atomes d'oxygène qu'il y a dans les réactifs. Alors je peux trouver combien est-ce qu'il y a d'atomes d'oxygène dans O2, c'est 2 fois 0,0057. Et maintenant il y a une inconnue, c'est ce qui provient de mon espèce chimique mystérieuse. Donc je vais identifier que j'ai Y mol d'oxygène qui proviennent de là. Et naturellement il est assez facile maintenant de sortir Y de cette équation. Et ce chiffre-là, je vais l'utiliser comme atomicité directement et le placer dans cette première expression de formule chimique la plus simple. Voilà, cette formule chimique est présentée, elle n'a naturellement pas d'allure, mais on sait comment est-ce qu'il faut la traiter. On va diviser par l'atomicité la plus petite, donc toutes les atomicités présentées vont être divisées par celle qui est la plus petite possible, pour qu'on ait au moins un chiffre 1 quelque part. Il se trouve que c'est le carbone, et on trouve l'équation C1H2O 0,667. Alors ce 0,667, ben, c'est la même chose que 2 tiers, donc on pose C1H2O 2 tiers. On peut multiplier par 3 pour faire sauter cette fraction, ça fait C3H6O2. Ok, ce serait notre proposition comme formule chimique la plus simple. Et on va la garder de côté, mais il faut maintenant qu'on vérifie que ceci a bien du sens et qu'on peut effectivement considérer qu'on a trouvé la bonne formule. Alors pour faire ça, je vais écrire l'équation de combustion de C3H6O2. Exactement comme si on avait reçu l'information. On fait brûler un 0,1204 g de C3H6O2, identifier la quantité de CO2 et de H2O formée. Donc j'écris l'équation, je l'équilibre, on voit qu'on arrive avec une fraction, on n'a pas le droit de laisser une fraction, donc je multiplie tout par 2 pour faire sauter cette fraction, et on obtient l'équation que vous voyez apparaître actuellement à l'écran. Voilà, il suffit maintenant de poser la masse, donc on prend la masse initiale, celle qu'on nous a donnée dans l'exercice, 0,1204. La masse molaire, on la connaît, je l'ai présentée avant, donc on la reporte ici. Et à l'aide de la masse et de la masse molaire, on peut naturellement trouver le nombre de moles, ce que l'on fait. On trouve ici un nombre de moles égal à 0,00161. En utilisant les proportions molaires, je peux me balader d'une colonne à une autre, donc je peux passer de la première à la troisième en faisant x6,5 ou divisé par 2 fois 6, et je trouve le nombre de moles de CO2. C'est quoi cette information? C'est en fait combien je forme de CO2 si je brûle 0,1204 g de C3H6O2. Et ce chiffre-là correspond relativement bien avec le chiffre qui nous est donné dans l'énoncé. Donc on a bel et bien trouvé la formule correcte. Donc la réponse de cet exercice est bien C3H6O2. Maintenant, ceci était la première proposition, enfin la première partie de la réponse, excusez-moi. La deuxième partie de la réponse, c'est calculer la composition centésimale, autrement dit les pourcentages massiques. Bon, ça c'est un exercice qui ressemble plus à ce que l'on a fait en classe, C3H6O2. On fait une décomposition théorique. Donc on obtient 3 fois un atome de carbone, plus 6 fois un atome d'hydrogène et 2 fois un atome d'oxygène. Et là on va poser, on a le choix, hein, soit on pose une masse théorique de 100 grammes, soit on pose une quantité chimique théorique d'une mole, là j'ai choisi 100 grammes. La masse molaire, bon on l'a déjà vue 2 fois, je la reporte ici, j'arrive à un nombre de moles qui est de 1,342. Et comme toujours dans ces tableaux, à partir d'une colonne, je peux passer à une autre en utilisant les proportions molaires.
Donc je fais x3 pour trouver la quantité chimique d'atomes de carbone. Je fais x6 pour trouver la quantité chimique d'atomes d'hydrogène. Et je fais x2 pour trouver la quantité chimique d'atomes d'oxygène. Ensuite, les masses atomiques des tablettes de chimie, je peux les présenter dans ce tableau, ce qui me permet d'arriver à des masses. Et comme j'ai choisi une masse théorique de 100 grammes initiale, ben, je peux directement considérer que ces masses correspondent au pourcentage massique. Donc on a à peu près 43% d'oxygène, à peu près 8% d'hydrogène et à peu près 49% de carbone. Voilà, je passe maintenant à la question 5. Cette question est un peu plus, comment dire ça, conventionnelle. Il y a juste l'équation. Si on avait fait le test en classe, je vous aurais donné l'équation au tableau. C'est la calcination, la décomposition du CaCO3 qui donne du CaO et du CO2. Pour la petite histoire, CaO, c'est ce qu'on appelle la chaux vive. Donc le calcaire, c'est la roche que l'on trouve dans le sous-sol jurassien. Si on sort des pierres du sous-sol et qu'on le chauffe à haute température, il formera du CO2 et du CaO, ce qu'on appelle la chaux vive. C'est pas pour rien qu'il y a des endroits dans la région qui commencent par chaux, la chaux du milieu, la chaux des Breleux, ainsi de suite. Il y a un lien certainement entre la fabrication de chaux, qui était une base essentielle pour la construction, et la désinfection des écuries ou des maisons, et la présence de calcaire dans le sous-sol. Toujours est-il qu'on nous dit qu'on a une masse d'une roche à chercher. On sait que cette roche contient 93,2% de calcaire et que lorsqu'elle se décompose, elle forme 10 litres de CO2. Alors j'ai posé 10 litres dans la première ligne et je divise ce 10 par 22,4. Autrement dit, je prends le volume et je le déplace par le volume, je divise par le volume molaire. V divisé par volume molaire, ça donne le nombre de moles. Donc on a 0,45 moles de CO2 dans 10 litres de CO2. J'ai les proportions molaires qui sont affichées à l'écran. 1, 1, 1, c'est la ligne en dessus de l'équation chimique. Je peux donc passer d'une colonne à l'autre. Je repose 0,45 moles de CaCO3. C'est ce qu'il faut décomposer de calcaire pour obtenir 10 litres de CO2. Grâce à la masse molaire, je trouve la masse 45,04 grammes. Et ça, c'est pas la masse de ma roche, c'est la masse de calcaire contenue dans la roche. Or, cette roche, elle a une masse de elle a un pourcentage massique de 93,2 grammes, ce qui fait que si je fais 45,04 fois 100 divisé par 93,2%, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, j'obtiens 48,33. Voilà, c'est ici que se terminent ces résolutions. S'il vous plaît, si quelque chose n'est pas clair, si vous déprimez, si vous ne trouvez pas ce que vous devez faire, si vous avez des soucis, n'hésitez pas, prenez contact par WhatsApp, mail, téléphone, ainsi de suite, téléphone fixe, téléphone portable. Je serai toujours disponible, je répondrai à vos sollicitations. Sinon, rendez-vous le 7 avril pour un premier test et le 14 pour un second. D'ici là, portez-vous bien et entraînez-vous. Si vous voulez des questions supplémentaires, faites-moi signe, je vous enverrai des copies d'écran avec des questions et les réponses attenantes. Et si vous avez des soucis, encore une fois, appelez-moi. Merci beaucoup, belle suite de journée.